Waterloo Asset Management Podcast. Présenté par Jean Blavier. Michael Petitjean, vous êtes professeur de finance dans 2 universités, à Louvain-la-Neuve et à Lille, et vous êtes Chief Economist chez Waterloo Asset Management. Vous avez accepté une fois encore de répondre à quelques questions pour notre podcast. D'avance, merci. La bourse et la vie. Michael Petitjean, la une de l'actualité sur les marchés, ce sont les élections américaines. Le programme de Trump, on le connaît. S'il est réélu, il va continuer sur sa lancée. Mais avec Joe Biden, on en est moins bien informé. À votre avis, si Joe Biden est élu, comment les marchés vont-ils réagir ? Vous savez, il est vraiment compliqué de prévoir la réaction des bourses si Biden est élu. Enfin, ce qu'on peut dire en règle générale, c'est que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et comme vous l'avez dit, on ne sait pas ce que Biden va réellement faire. On sait ce qu'il promet de faire, comme une augmentation de la taxation à l'égard des plus aisés des entreprises, mais on ne sait pas ce qu'il va faire réellement. Alors que Trump, les marchés le connaissent très bien. Et je vois mal Trump changer de politique, d'autant plus que cette politique a été très favorable au cours de bourse des entreprises, suite à la baisse très importante de l'impôt des sociétés, à la politique budgétaire très expansionniste qu'il a menée, sans compter la pression qu'il a exercée sur la Banque centrale américaine. Maintenant, si on prend un peu de recul, Trump, c'est plutôt une exception qui confirme la règle. Et cette règle, elle veut que la bourse, caractérisée ici par le S&P 500, performe mieux sous des présidents démocrates que sous des présidents républicains. Si on prend comme point de départ l'élection du républicain Coolidge en 1925, que tout le monde a oublié, la bourse a en fait progressé de 16% en moyenne au cours de la première année présidentielle d'un démocrate, avec 3 chances sur 4 d'avoir un rendement positif à la fin de cette année. Et c'est très différent lorsqu'il s'agit d'un président républicain, puisque le rendement moyen est de 3% à la fin de la première année, avec seulement une chance sur 3 d'avoir un rendement positif à la fin de la première année. Donc, vous voyez, c'est quand même une différence assez importante. Et il y a une autre donnée que Trump a en tête, c'est que le seul président qui était en place à l'époque, dans le passé, et qui a réussi à se faire réélire alors que la bourse a terminé dans le rouge, l'année de son élection, c'était Franklin Roosevelt en 1940. Ce qui veut dire que si l'histoire doit se répéter, Trump a tout intérêt à ce que le S&P 500 finisse dans le vert cette année et évidemment à ce qu'un vaccin soit validé par la Federal Drug Administration, l'administration de régulation des médicaments aux États-Unis. De son côté, lui, Biden, il a tout intérêt à mobiliser les minorités afro-américaines, les minorités hispaniques, s'il veut se faire réélire. Mais franchement, à ce stade, rien n'est joué, pour la simple raison qu'une semaine en politique, c'est une éternité. Les valeurs technologiques ont eu leur heure de gloire, mais elles se sont ensuite repliées, et puis elles se sont à nouveau redressées. Une telle turbulence, ça n'est jamais très bon. Et puis, que faut-il penser d'une de ces valeurs, Tesla, qui a gagné 400%, je dis bien 400%, depuis le début de l'année. Alors Tesla est extrêmement cher actuellement. Son rapport cours-bénéfice est de, tenez-vous bien, 1000 environ. Supérieur à 1000 même. Donc à ce stade, quand vous achetez l'action Tesla, vous payez 1000 fois son bénéfice annuel. Autrement dit, si la croissance de l'entreprise est nulle et que tous ses bénéfices sont versés sur la forme de dividendes, il faudra attendre 1000 ans avant de récupérer sa mise initiale. Évidemment, la croissance de Tesla ne sera pas nulle. Et c'est une entreprise, il faut le reconnaître, qui est extrêmement innovatrice. Mais ce sont des investisseurs néophytes qui tirent le cours de l'action à de tels niveaux stratosphériques. Et c'est évidemment pas soutenable. Son poids dans le Nasdaq 100 est passé en 9 mois de 0,75% à 3%. Donc, c'est fondamentalement insensé, mais il ne faudrait pas non plus croire, dans le même temps, que la performance du Nasdaq 100 ne s'explique que par Tesla ou par une autre entreprise dont on a beaucoup parlé, c'est Zoom, une entreprise dont le cours de bourse a explosé également. Ces 2 entreprises, en fait, n'expliquent que 5% des 28% de performance de l'indice du Nasdaq 100 depuis le début de l'année. Donc, dire que la hausse du Nasdaq 100 est artificielle, c'est complètement faux.
En réalité, 20% de cette performance ne s'explique même pas par les fameuses GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et Netflix. Ces entreprises se retrouvent dans le S&P 100, qui lui n'a grimpé que de 6%. Donc, il y a une différence entre 6 et 28% qui ne s'explique pas par la performance de ces GAFAM. Donc c'est un mouvement beaucoup plus vaste qui explique la montée du Nasdaq 100, et ce n'est pas dû à l'une ou l'autre entreprise en particulier qui aurait boosté artificiellement le cours du Nasdaq. Non, c'est vraiment un mouvement global de montée des cours des valeurs technologiques. La baisse des taux d'intérêt a fait monter les cours boursiers, ça on le sait depuis longtemps, mais certains experts, notamment à la Banque des règlements internationaux, ont calculé que cette baisse des taux expliquerait à elle seule 20% de la hausse de l'indice européen Eurostoxx 50 et 50% de la hausse du S&P 500 aux États-Unis. Vous y croyez, vous, à cette proportion, 20% pour l'Europe, 50% pour les États-Unis ? Oui. Moi, ça me semble tout à fait raisonnable. 50% contre 20%, ça fait un rapport de 2,5 à 1. Et si je considère, par exemple, le taux actuariel sur les obligations américaines à 10 ans, il est passé de 1,9% au début de l'année à aujourd'hui 0,66%. Ça fait une baisse de 124 points de base. Et c'est très important. Et en Europe, cette diminution a été beaucoup plus faible, puisque le taux actuariel sur les obligations allemandes à 10 ans est passé de seulement moins 0,19% à moins 0,53%, ce qui représente une baisse de 34 points de base. Donc, si je me fie à cette comparaison dans l'évolution des taux actuariels, j'ai un rapport de 3,5 à 1. 3,5 aux États-Unis à 1 en Europe, au lieu d'un rapport de 2,5 à 1 que vous citiez dans le rapport de la Banque des règlements internationaux. Donc, c'est une règle extrêmement approximative que j'utilise ici, et c'est la raison pour laquelle la contribution de 50% aux États-Unis, de 20% en Europe, me semble tout à fait raisonnable. Les actions européennes du secteur de la santé progressent bien en bourse. C'est un des rares effets positifs du coronavirus. Est-il encore temps, à votre avis, de prendre le train en marche ? Je viens de regarder la performance des indices sectoriels de Standard & Poor's aux États-Unis, et le secteur pharma est parmi les 5 secteurs, sur 11 donc, qui ont enregistré un rendement positif depuis le début de l'année. Et c'est la 4e meilleure performance derrière les valeurs technologiques, les biens de consommation discrétionnaires et les services aux consommateurs. Donc, les big pharma performent bien. C'est pas non plus trop surprenant dans le sens où ce sont des valeurs plutôt défensives. Leurs actionnaires, ce sont essentiellement des fonds de pension anglo-saxons qui ont quand même un horizon d'investissement relativement long et qui recherchent avant tout des dividendes élevés. Ce qu'offre actuellement le secteur pharma. Donc ça reste un secteur d'avenir incontournable, et j'ai eu la chance d'en discuter avec notre expert dans ce domaine, qui est Marc Thomas. Et j'ai été très attentif à ce qu'il m'a dit. Vous savez, il y a la population qui s'accroît, l'espérance de vie qui augmente, les cancers augmentent de facto, et les maladies neurodégénératives aussi. Nous sommes exposés à des crises sanitaires liées à notre mobilité, à nos habitudes alimentaires, à notre style de vie. Le secteur pharma va tirer sa croissance de la découverte de nouvelles molécules, de nouvelles thérapies, et je pense qu'on n'a encore pas vu grand-chose dans ce domaine. En discutant avec Marc Thomas, il me disait qu'en 2030, l'épigénétique, l'immunothérapie soigneront les cancers. La thérapie cellulaire viendra à bout du diabète de type 1. On aura de nouveaux implants cardiaques qui vont mieux mimer les battements du cœur et qui vont réduire les problèmes d'insuffisance. Donc il y a d'autres progrès dans ce secteur-là qui vont être liés aussi à l'intelligence artificielle, au partage des données, à la télémédecine. On aura des scanners de peau beaucoup plus fiables qu'aujourd'hui, des lentilles de contact qui vont mesurer le taux de glucose. Donc les exemples sont nombreux d'innovation. Donc le secteur des pharma et des biotech aussi doit
faire partie intégrante d'une politique de diversification raisonnable que nous avons l'habitude de mettre en place chez Waterloo Asset Management. Le secteur bancaire est de nouveau associé à un scandale, une affaire de transactions suspectes, comme on dit. Ce n'est pas bon pour les valeurs bancaires, en forte baisse depuis la crise du coronavirus. De manière générale, Michael Petitjean, autant aller à la source. Que pensez-vous du bilan des valeurs bancaires européennes ? Il ne faut pas se voiler la face, effectivement. Bon, le secteur bancaire est le secteur le plus impacté par cette crise derrière le secteur énergétique. Aux États-Unis, l'indice du secteur bancaire de Standard & Poor's enregistre une chute qui est actuellement de 25% depuis le début de l'année. C'est logique, car les banques sont fragilisées, vont être fragilisées par la vague de faillite qui s'annonce. C'est une évidence. Cette crise va laisser des traces, surtout dans le bilan des banques qui ne se sont pas totalement remises de la crise précédente de 2008. Et il y en a encore, évidemment. Alors, les banques sont mieux préparées à résister à ce type de chocs que l'on connaît bien, qui sont liés aux non-remboursements de crédit. Mais j'ai quand même l'habitude de dire que si vous dépassez la limite de la garantie de 100 000 euros, il faut quand même réfléchir un peu et il vaut mieux choisir sa banque dépositaire de manière intelligente et prudente. C'est ce que Waterloo Asset Management vous autorise d'ailleurs. Mais il ne faudrait pas non plus faire un amalgame entre cette crise et la crise de 2008. En 2008, c'était le secteur bancaire qui était au cœur du problème. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un choc exogène qui vient impacter le secteur bancaire. En 2008, c'était les produits structurés pour lesquels il n'y avait plus aucun marché, plus aucun prix. Aujourd'hui, ce sont des créances qui ne vont pas être remboursées. Donc, cette crise ne devrait pas être aussi systémique que la précédente, sauf si effectivement on reconfine, ce qui serait insensé de mon point de vue, ou qu'un vaccin ne soit pas disponible avant le milieu de l'année prochaine, voire éventuellement la fin de l'année prochaine. Effectivement, dans ces circonstances-là, ça peut être beaucoup plus préoccupant pour le secteur bancaire, mais nous n'en sommes pas encore là actuellement. Merci Michael Petitjean, nous reviendrons très prochainement vers vous pour notre podcast « La bourse et la vie ». Waterloo Asset Management Podcast.